Je suis très ravie d'être là. Et donc, en effet, je suis médecin, ça fait 30 ans. Je suis née dans un foyer spiritualiste. On a toujours considéré la spiritualité comme quelque chose qui faisait partie de notre famille. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler avec l'homéopathie. Et on a vu que ces deux doctrines, elles sont très, très proches. Et nous allons voir ensemble ça. Je vous invite à continuer. Donc là, on a un petit parcours à faire ensemble. Nous allons d'abord commencer à parler des bases historiques de l'homéopathie et du spiritisme, leurs fondateurs, savoir d'où ça vient, un peu l'histoire de ces deux disciplines-là, des doctrines. Après, nous allons passer pour une autre phase de définition de la santé selon plusieurs entités d'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, l'homéopathie, le spiritisme. Et après, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, les concepts d'énergie, selon le spiritisme, la médecine et la physique. Donc là, j'ai travaillé bien pour vous. J'ai fait une préparation assez profonde pour voir l'état des lieux actuel, où on est par rapport à nos recherches. Donc, je vais vous donner toutes ces informations-là. Et à la fin, nous allons voir comment ça fonctionne l'homéopathie. D'accord? Est-ce qu'il y en a ici des personnes qui se soignent par l'homéopathie? Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Avec plaisir. Donc, je suis là pour vous guider un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui connaissent déjà un peu sur l'homéopathie, comment ça a été initialisé, cette discipline-là. Donc là, nous avons les fondateurs de l'homéopathie, c'est Christian Friedrich Samuel Hahnemann, c'était un Allemand. Il est né en 1755 à Meissen, il est mort à 88 ans à Paris. Il a une tendance que les homéopathes ils vivent beaucoup. Donc, vous allez comprendre, bon, on peut comprendre déjà que c'est une discipline naturaliste et qui fait la promotion de la santé et ça facilite que nous gardions la santé pendant longtemps. Donc, ces messieurs-là, il était très doué pour les langues. Il est né dans une famille très modeste. Son papa, il était porcelainier et sa maman était femme au foyer. Et donc, il a eu beaucoup de difficultés pour commencer à étudier la médecine. Mais il était très doué. C'était un homme très intelligent et avant-gardiste. Et donc, il parlait plusieurs langues. Et ça lui a facilité la vie parce qu'il a fait beaucoup de traductions dans sa vie. Il a gagné bien sa vie avec les traductions. Nous allons comprendre pourquoi c'est important, cette phase des traductions de sa vie. Après un jeune âge, en 1782, il s'est marié avec Henriette Kuchler, c'est comme ça qu'on dit, Kuchler. Donc c'était la fille de pharmaciens avec lesquels il travaillait. Ils ont eu 11 enfants, donc c'était une grande famille. Il y avait beaucoup de choses il y avait beaucoup de travail pour tenir cette famille en bonne santé et garder un peu ses factures en ordre. Et donc, figurez-vous que ces messieurs-là, il a été capable de développer ses propres médicaments. Il travaillait avec sa propre pharmacie. Il produisait ses propres médicaments lui-même. Et ça ne plaisait pas du tout aux pharmaciens de plusieurs villages où il habitait. Et donc, pour cette raison, il a été expulsé de plusieurs villes où il habitait. Et en cherchant toujours à s'installer à nouveau à plusieurs lieux, en Allemagne et en Autriche aussi. Ça a été un parcours très difficile. Il y a un moment où il se trouve finalement bien installé, avec un cabinet qui marchait bien. Il avait pas mal de clients, mais il n'était pas satisfait. Il était très déçu de l'utilisation des méthodes de l'époque, qui étaient très invasives et qui apportaient beaucoup d'effets indésirables. Et donc, suite à la mort de son meilleur ami, il a aussi perdu 3 enfants de ses 11 enfants. Il a commencé à être vraiment dégoûté de cette activité qui ne lui plaisait pas. Il pensait que la médecine, d'une manière correcte à faire, ce n'était pas celle-là de l'époque. Vous imaginez, à l'époque, il avait des méthodes assez invasives, difficiles à emprunter. Et lui, il avait cette image de que les méthodes, les soins, ils doivent être notamment non dangereux pour la santé. Il avait cette idée. Et donc, il a quitté son cabinet. Il a fermé les cabinets, définitivement. Et il a recommencé à gagner sa vie avec les traductions. Donc, il a repris ses activités de traduction. Et à ce moment-là, en 1790, 1790,
comme on dit ici. En faisant une traduction des lectures de la matière médicale en anglais, William Cullen, il est amené à expérimenter sur lui-même les propriétés de quinquine. Donc ça veut dire, il a lu sur ces bouquins-là que la quinquine, elle avait une description en termes des effets qui se ressemblaient énormément à la maladie, le paludisme, et la malaria. Et donc, il a trouvé ça bizarre, comment c'est possible que la quinquine qui soigne la malaria, elle puisse s'y ressembler en termes d'effets indésirables à la maladie qu'elle soigne. Donc, il a une similitude là. Il a décidé de tester sur lui-même la quinquine, c'était un sujet sain, un expérimentateur sain, et il voulait savoir qu'est-ce que ça allait donner en testant la quinquine. Il observe depuis 2 jours, 3 jours, et il commence à développer une fièvre intermittente, avec des frissons, avec des tremblements importants, qui se ressemblaient à 100% à la malaria. Et donc, il s'est dit, bon, il y a quelque chose qui se passe, là, ce n'est pas habituel de voir un médicament qui produit les effets de la maladie qu'il veut soigner. Et c'est là où il commence à faire la description du premier concept de l'homéopathie. Ça veut dire similia similibus curantus. Et ça vient d'Hippocrate. Il y en a des spirites qui disent que Hahnemann a été une réincarnation d'Hippocrate. Et ça, c'est très, très fin, parce qu'il a donné la suite au travail, aux travaux d'Hippocrate. Ça, c'est très fin. Et Hippocrate, il avait une théorie, c'était la théorie de signature. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. La théorie des signatures, ça veut dire il allait dans la nature, il trouvait par exemple une plante. Cette plante, elle se ressemblait à un cœur, comme les digitalis qu'on utilise pour les traitements d'insuffisance cardiaque. Et donc, Hippocrate, il disait, ça se ressemble à un cœur, ça doit être utile pour les traitements des maladies du cœur. Donc, il y avait déjà une similitude, et on appelle ça la théorie de signature. C'est la nature qui nous informe comment elle peut nous soigner. Il suffit d'avoir les yeux ouverts pour identifier. Et donc, une petite parenthèse qu'on ferme. Donc, l'idée de l'homéopathie, c'est vraiment homéopathos, semblable à la souffrance. Donc, c'est la guérison par les semblables. Contrairement à l'allopathie, c'est la guérison par les opposés. Donc, qu'est-ce que c'est l'allopathie? On a une douleur, on utilise un antialgique. On a une inflammation, on utilise un anti-inflammatoire. Et là, dans l'homéopathie, on va travailler avec des semblables. Donc, ce monsieur, il est décédé à Paris, il s'est remarié parce que sa femme, elle est décédée avant lui. Il s'est remarié avec une patiente. Et il a vécu à Paris, parce que c'était une patiente française, donc ils ont aménagé à Paris, ils ont vécu ensemble. Il avait un écart de 50 ans, mais ils s'entendaient très très bien. Et c'est ça qui compte, ils étaient heureux. Et lui, il est mort et enterré au Père-Lachaise à Paris, si vous voulez le visiter. Voilà les tombeaux à côté. Il a écrit les œuvres principales, c'est l'Organon de l'art de guérir. On peut le trouver sur Internet si vous êtes intéressé. La matière médicale pura, donc c'est la description de tous les médicaments qu'il a testés sur soi-même. Donc il a décrit toutes ces informations-là. Donc c'est une bibliothèque qu'on peut trouver. À l'époque de Hahnemann, il avait testé à peu près 100 médicaments, 100. Aujourd'hui, nous avons la description de 5500 remèdes homéopathiques. 5500 remèdes homéopathiques. C'est énorme. Donc, pour que vous le sachiez aussi, l'homéopathie aujourd'hui, elle est pratiquée dans plusieurs pays, mais notamment en Europe, nous avons toujours des recherches sur les nouveaux médicaments. Vous connaissez tous Allan Kardec, la grande majorité parmi vous, vous connaissez bien. Donc, il est né sous le nom d'Hippolyte Léon Denisard Rivail à Lyon. Il est mort à Paris en 1869.
Et donc, en effet, c'était un métier qui est issu d'un milieu un peu plus différent qu'Hahnemann. Il était bien plus aisé. Il a suivi ses études en pédagogie. Il a écrit beaucoup de bouquins. Il a donné beaucoup de cours en pédagogie. Et donc, il menait sa vie normalement, aisément, sans problème. Il s'installe à Paris en 1824. Il épouse Amélie Baudet, qui était institutrice, en 1832. En 1855, il découvre finalement, à l'époque c'était à la mode, l'histoire des tables tournantes. C'était une pratique venue des États-Unis. Et il s'intéresse tellement là-dedans, il commence à faire des études et finalement il commence à recevoir des communications des esprits. Donc c'était un grand médium. Il commence à décrire ces communications-là sur le format des bouquins aussi. Et il a été informé qu'il devait écrire et signer ses bouquins avec un autre pseudonyme, un autre nom, pardon, que c'était un pseudonyme d'Allan Kardec, pour qu'il n'aille pas de confusion entre son œuvre comme pédagogue et son œuvre comme spirite. Et donc, il y en a eu deux vies, là, en parallèle. Il a continué à travailler comme pédagogue. Il a vécu à Paris. Et là, en 1857, on peut dire qu'il y a eu la naissance de l'espiritisme tel quel. L'espiritisme au Brésil, il est très, très, très répandu. Donc ça date de longtemps. Et quand on parle d'Allan Kardec au Brésil, les Brésiliens qui sont là, ils le savent, il est très très connu. Même il s'est donné des noms de rues. Il y en a beaucoup d'enfants qui s'appellent même aujourd'hui Allan Kardec. Et à Paris, il n'est pas si connu que ça. En Europe, au Brésil, tout le monde connaît. Et donc c'est marrant parce que les Brésiliens ils arrivent en Europe et disent « Vous connaissez Allan Kardec ?» « Ah ben non !» Et pourtant c'est en français. Et donc son œuvre a été énormément répandue. Les centres spirites sont très connus au Brésil. Et c'est notamment une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. Vous allez voir ça au fur et à mesure, pour ceux qui ne connaissent pas très bien les kardécismes. Au courant de ces deux jours-là, on va continuer à comprendre. Et donc cette discipline, cette doctrine, elle possède des lois morales et repose sur une échelle spirite. Et lui, à travers les médiums, on peut communiquer avec les défunts par l'utilisation d'une énergie spirituelle que nous allons voir plus tard, c'est les pères-esprits. Les bases de cette doctrine, c'est la croyance en Dieu, en la réincarnation et en la communication avec l'au-delà. Ok. Donc ces messieurs-là, il a écrit des œuvres majeures que nous pouvons trouver en plusieurs langues. Si vous voulez vous renseigner et acheter ces bouquins, nous avons un stand disponible pour vous. Et c'est vraiment des bouquins de base, des œuvres majeures essentielles à la connaissance de cette doctrine. Les livres des esprits, en 1857, les livres des médiums tout de suite après, 1861, l'Évangile selon le spiritisme en 64, les ciels et l'enfer, 1865, et la Genèse selon le spiritisme, 68. Donc là, il y a une phrase que je trouve remarquable. On reconnaît les vrais spirites à sa formation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations. Une petite anecdote, entre ces deux hommes-là, ils ne se sont jamais rencontrés au courant de leur vie sur Terre. Malgré le fait qu'ils étaient contemporains, et on peut imaginer que les deux ont vécu à Paris, ils se sont peut-être croisés dans une rue en certains moments de leur vie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce sont des fondateurs de doctrines naturelles non matérialistes. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, qui rejoignent ces deux disciplines. Et enfin, ils se sont rencontrés quand Hahnemann il était déjà décédé. Donc figurez-vous, Kardec, il a commencé à recevoir des communications de Hahnemann qu'on peut trouver sur certains bouquins. Donc Hahnemann, il a dicté autant qu'esprit un message sur la colère, on peut la retrouver sur l'Évangile selon le spiritisme, en 1864. Ça, c'est très intéressant. Il y a une communication entre ces deux hommes-là. Et voilà. Et donc, nous passons à la définition de la santé. Donc, une fois qu'on a fait déjà les bases historiques de deux disciplines, qu'est-ce qu'on considère comme santé? Donc, notamment, on peut dire que la santé, elle a plusieurs définitions.
selon l'Organisation mondiale de la santé, selon l'homéopathie, selon le spiritisme. La santé, pour l'Organisation mondiale de la santé, elle date, cette conception, de 1946. C'est quand même un peu vieux, mais ça n'a pas changé entre-temps. Ce que l'OMS dit, c'est que la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou d'infirmités. Il faut qu'on soit dans un état de bien-être complet, qui soit dans 3 niveaux, physique, mental et social. Donc c'est assez large comme conception. Mais là, on ne parle pas d'énergie, hein, vous avez vu. Si on passe à la définition de la santé à travers l'homéopathie et le spiritisme, on va rentrer dans l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, elle est importante. Parce que malgré le fait que l'OMS ne considère pas l'énergie vitale comme partie de la santé, nous sommes là grâce à une énergie vitale. L'homéopathie, elle considère cette énergie vitale comme la dynamis. Donc c'est la force vitale quasi spirituelle, les mots est là, quasi spirituelle, qui anime le corps matériel. L'homéopathie, elle considère que le corps humain, il a 3 formes d'énergie. L'énergie physique, qui est dans les tissus, l'énergie dynamique, qui est dans les cerveaux et les systèmes nerveux, qui fait bouger les corps, l'énergie spirituelle qui est dans les mentales. Donc nous avons les 3 niveaux. Et nous pouvons faire les médicaments adaptés à chaque niveau, si on a besoin, si les patients il en a besoin. Selon le spiritisme, nous travaillons aussi avec l'idée d'une énergie vitale. Voyons ensemble, l'état de santé, il doit être psychophysique, provient d'un comportement équilibré, une attitude saine et une pratique morale selon l'Évangile, alimentant des courants d'énergie ou des champs magnétiques. Là, on parle déjà des champs magnétiques qui influent directement sur les champs de vibrations responsables par l'interaction. Et là, on a encore une fois 3 corps, l'esprit, périsprit et les corps physiques. Donc, on est toujours sur la triade. Là, nous voyons mieux, selon le spiritisme, la définition d'énergie. Vous avez cette image du corps coloré à droite, qui vient des disciplines plus anciennes, comme les disciplines indiennes. Il y en a d'autres disciplines qui, au passé, ont mentionné les 7 corps. Donc ça, c'est assez connu. Et on reprend l'idée dans le spiritisme que nous avons 3 éléments dans l'être humain. Encore une fois, les plans spirituels, en bleu, c'est les principes intelligents et universels. Les père-esprit qui fait l'intermédiation entre les corps physiques et les corps spirituels, et les corps physiques que nous avons là, l'enveloppe matérielle destructible. Qu'est-ce que ça fait, les père-esprit? Donc, il est les corps justement intermédiaires. Il est comme une moulure qui apporte l'information entre l'esprit et les corps physiques. Et ces père-esprits-là, contrairement au corps physique, ils ne se dégradent pas avec l'âge. Il est les porteurs, il est le siège de mémoires passées, et il va donner les formats de ces mémoires au corps physique. Donc c'est la physionomie spirituelle de l'être. Et les vrais corps, en vérité c'est les vrais corps qui précèdent la vie et survivent à la mort. Donc vous allez comprendre mieux plus tard pourquoi le père-esprit il est si important. Donc on va voir ça en détail, hein, ne vous inquiétez pas. Dans le spiritisme, pour ceux qui fréquentent les centres spirites, et nous pouvons bien connaître les énergies qui viennent de Père-Esprit. Donc c'est connu à travers la donation de l'énergie. Donc comme le Père-Esprit est le siège de l'énergie vitale, les sièges de l'anima, les sièges de la transmission de cette énergie au corps physique, nous pouvons transmettre cette énergie à travers un passe magnétique. Donc c'est une donation, une transfusion bio-psycho-énergique qui s'est fait, par exemple, entre 2 êtres humains à travers les père-esprits de donateurs qui alimentent en énergie, en fluide vital, les père-esprits de récepteurs, comme vous voyez là. Et donc l'idée, c'est que cette énergie, elle rétablisse la santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et on le sent très bien pour ceux qui sont déjà habitués à recevoir ces genres de soins, qui nous sortons d'un soin comme ça, même qui est rapide, renouvelé, réfléchi. Donc ça donne une nouvelle dynamique à notre énergie vitale. Et parfois, comme vous voyez ici, il y en a des êtres non vivants qui vont collaborer
à booster cette énergie du donateur pour qu'il puisse alimenter l'énergie du récepteur. Et donc, nous pouvons parfois ne pas les voir, mais ils sont là. Et ce sont des fluides d'harmonisation qui vont être incités au magnétisme du passiste pour qu'il puisse améliorer ses capacités. Et comment ça marche? Les passes magnétiques, ça a été étudié en profondeur au niveau scientifique. Les passes magnétiques, en effet, c'est un transfert d'énergie du père-esprit, l'énergie vitale ou le fluide vital qui va passer du donateur au récepteur à travers les chakras. Les chakras, ils reçoivent cette énergie-là, ils la décomposent et puis ils les transmettent vers les méridiens de l'énergie, au système nerveux, aux glandes endocrines et au sang pour nourrir les corps physiques. Donc il y a toute une transmission. Pour ceux qui connaissent un peu la médecine chinoise, ça va passer par les mêmes méridiens d'énergie et ça va alimenter les corps physiques du récepteur. Donc là, sur l'illustration, nous avons les trois états, trois corps différents, l'esprit, les père-esprit et les corps. Les père-esprit, vous voyez bien, surtout sur les photos, il fait la moulure, les gardes d'étanchéité de ces corps physiques. Quand il y a une petite brèche, une interruption au niveau de l'étanchéité, ces corps, il n'est pas bien gardé. Donc nous avons par exemple des douleurs en certains lieux du corps. Donc ça veut dire que l'énergie n'est pas bien équilibrée à ces niveaux-là. Et quand nous passons par un passe magnétique, un soin, nous voyons tout de suite après que l'étanchéité du corps périspirituel, il est refait. Et donc nous gardons cette boule de protection énergétique. C'est ça la fonction du soin spirituel, passe magnétique. Un exemple très clair pour vous, pour que vous voyez un peu plus, d'une manière plus simple, les personnes qui ont souffert d'une amputation d'un membre. Donc ça arrive fréquemment en médecine, on appelle ça un membre fantôme. Donc il n'est plus là. Disons, la personne a perdu une jambe, les membres n'est plus là, mais la personne elle a toujours la sensation de présence, parfois de douleur, même si les membres n'est plus présents. Et ça, c'est dû à la mémoire qui est présente sur les père-esprits. Donc, les père-esprits, il est là, la moulure du corps, elle est là. Donc, on peut sentir la douleur même si les membres ont été amputés. Donc, ça, c'est les modèles classiques pour comprendre les père-esprits. Et qu'est-ce qui dit la médecine sur tout cela? Donc là, c'est la question que se pose. Donc toutes ces disciplines, elles doivent se converser entre elles pour qu'on puisse avoir une harmonisation de toutes ces informations. On a évolué énormément en recherche. Il faudrait à un moment certain que toutes ces disciplines, elles soient en accord. Mais la médecine, elle est restée un peu en retard. On va dire. On va comprendre où nous sommes en médecine. Et pour la médecine, la définition de l'énergie, elle n'est pas très claire. Vous avez vu la définition de l'OMS en termes de santé. Donc, on ne parle pas de spiritualité, on ne parle pas d'énergie vitale, malgré le fait que nous sentons l'énergie vitale, elle est là. Et donc, tout ce qu'on sait de la médecine, c'est que la composition du corps humain est faite, et vous le savez bien, à peu près de 60% d'eau, un peu plus, un peu moins, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, du genre. Et l'eau, elle est l'élément essentiel à la vie. Donc on peut rapidement faire les liens entre l'eau et l'énergie vitale. Nous savons que nous avons besoin de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment la source d'énergie. Ce n'est pas que l'eau, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'eau en termes d'énergie. Quand on parle parfois, l'homéopathie, c'est qui de l'eau? Non. Donc, l'eau, elle a toute une essence inconnue et à connaître, qui c'est vraiment magnifique comme source d'énergie de la Terre. Nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans eau. Nous perdons à chaque jour 2,5 litres d'eau à travers la respiration, la sueur et l'urine. Et il faut absolument qu'on remplace cette eau perdue par la boisson, l'alimentation, afin d'éviter la déshydratation. Là, on s'arrête là pour la médecine, tout ce qu'on a sur l'énergie. Si vous voulez aller plus loin, il y a un très bon bouquin que je recommande que vous lisiez. C'est juste à côté. Il a été lancé en 2015. Je pense que c'est un peu petit là. Je vais vous lire. Donc, l'eau, un être sensible. Donc, c'est écrit par Mylène Savino.
Donc c'est un bouquin que vous pouvez acheter sur l'Internet. Je n'ai pas de participation de vente, mais c'est un très bon bouquin parce qu'il fait toute la description d'où nous sommes et d'où est-ce que nous sommes venus en termes d'informations sur l'eau et les énergies vitales. Bon, la médecine a essayé d'évoluer sur la mémoire de l'eau aussi. Il y en a eu 2 médecins, notamment Benveniste, je ne sais pas si ça vous parle ces mots-là, c'était un grand immunologue qui a vécu dans les années la 20e siècle, du 20e siècle. Jacques Benveniste, il était un médecin immunologiste français et il a travaillé dans la recherche sur la mémoire de l'eau. Et il a trouvé quelque chose de très intéressant, un peu au hasard. Donc, il a commencé à travailler avec les anticorps IgE. Ces anticorps IgE, ils sont capables d'activer la dégranulation des basophiles. Ça veut dire qu'une fois une personne qui a beaucoup d'anticorps IgE, elle aura des réactions allergiques. D'accord? Parce qu'il y a une dégranulation, les basophiles, ils s'y dégranulent, ils s'y vident de plusieurs granules. Ça veut dire que ça génère une réaction allergique. Ces messieurs-là, sans le vouloir, parce que la majorité des recherches se passent comme ça, il a utilisé un matériel qui a été utilisé auparavant pour faire des études de IgE, mais il n'y en avait plus de la matière. L'IgE, elle n'était plus là. Et donc, c'était juste un passage pour un flacon qui a été utilisé auparavant. Et en utilisant ces flacons-là, sans la présence de IgE, il a observé la même activation de dégranulation des basophiles. Donc il n'avait plus de la matière palpable, mais la réaction des basophiles était la même. Donc ça veut dire que la matière n'était plus là, mais l'énergie de IgE, elle était encore là. D'accord? Donc ça montre que l'eau, elle avait conservé les propriétés d'une substance qui ne s'y trouvait plus. Et donc, ça a été très difficile pour lui à prouver ça, parce que ça validait les principes de l'action de la dilution en homéopathie. Vous imaginez qu'il a été beaucoup persécuté en fonction de ces recherches-là. Il a été considéré comme un charlatan pendant longtemps, et il a été obligé de fermer son institut de recherche. Et plus récemment, cet institut-là, il a été repris, ainsi que son équipe. Après sa mort, les travaux ont été continués par l'auteur Luc Montagnier, qui a été prix Nobel par rapport à la description de l'HIV en 2008. Donc, si vous voulez continuer à suivre ces genres de recherches, il faudrait voir un peu ce que Luc Montagnier il fait pour cet instant. Il y a beaucoup d'études qui sortent récemment sur la mémoire de l'eau. Ce qui prouve qu'il y a quand même un sens dans l'homéopathie, qui n'est pas un sens palpable, ce n'est pas que de l'eau. Okay. Il y en a d'autres chercheurs, par exemple Masaru Emoto, un chercheur japonais, qui a étudié la théorie sur la sensibilité de l'eau avec les informations sur que l'eau elle peut apporter, ou peut transmettre, et par rapport aux émotions aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un flacon entre 2 haut-parleurs, ou sinon il a mis un flacon avec l'eau, avec une étiquette écrite « amour » ou « haine » sur ces flacons-là. Et après, il a fait geler l'eau, il a photographié les cristaux. Et donc, il a eu 2 réponses, il a eu 2 résultats. Quand la musique ou les mots négatifs étaient utilisés sur l'étiquette, il a observé qu'il y avait des cristallisations désharmonieuses au niveau de l'eau. Quand la musique était positive, une musique harmonieuse, ou une prière, ou un mot comme merci ou amour, quelle que soit la langue, donc, il avait des cristaux assez harmoniques. Donc, c'était vraiment magnifique, et ça, je voudrais bien vous faire connaître. Et sa conclusion, c'est que l'eau réagit à des stimulations des pensées ou des paroles. Donc, quand on envoie une pensée positive à quelqu'un qui est hospitalisé, par exemple, il a une transmission à travers l'air ou à travers les pensées qui sont capables de transmettre cette information positive, même à distance. Il a prouvé ça à travers la cristallisation, qui a montré que l'eau est la manifestation visible de la mémoire. Je ne sais pas si on aura le temps de présenter rapidement. Je voudrais vous montrer une vidéo rapidement. Jusque-là, ça va? Oui.
laisse donc une trace. Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent? À ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé, comment est-ce possible? En enregistrant les informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'on enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière, ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction. De toute évidence, l'eau reste de l'eau. Mais sa structure, tout comme un système nerveux, réagit à chaque irritation. Les instruments modernes ont permis de mesurer que chaque cellule de mémoire de l'eau, de la taille d'un micron, contient 440 000 tables d'informations. Et chacune de ces tables peut enregistrer son propre type d'interaction avec l'environnement. Si on considère un cluster comme un agrégat de molécules spécifiques, alors sa durée de vie est courte. Mais si on le considère comme une structure, que les molécules peuvent quitter et réintégrer à loisir, sa durée de vie s'en voit largement accrue. Et c'est justement cette stabilité de la structure du cluster qui a confirmé l'hypothèse de la capacité de l'eau à enregistrer et à stocker des informations. Peut-être que l'eau est une sorte de disque dur rempli d'informations, unique en son genre. Nous devons connaître son organisation. C'est comme un alphabet. Si je vous présente un nouvel alphabet, vous ne pourriez pas comprendre de mots ni de phrases structurées, parce que vous ne reconnaîtriez même pas ces lettres. Donc la structure moléculaire est l'alphabet de l'eau. Grâce à elle, vous pouvez composer des programmes dans l'eau et vous pouvez les modifier. Hiver 1880. Le bateau Lara, parti de Liverpool, fait route vers San Francisco. Au troisième jour de trajet, un incendie se déclare à bord. Les canots de sauvetage quittent le bateau. Parmi les rescapés se trouve le capitaine Neil Carey. Mais très vite, les réserves d'eau s'épuisent et les survivants commencent à souffrir de la soif. Après 3 terribles semaines de tourmente en pleine mer, ces hommes atteignent enfin la côte. Le capitaine Carey, considéré comme un homme intègre et sérieux, raconte ce qui les a sauvés. Nous avons rêvé d'eau douce et nous avons commencé à imaginer l'eau bleu marine se transformer en eau bien verte et potable. J'ai rassemblé mon courage et j'ai puisé de l'eau. Quand je l'ai goûtée, elle était douce. Prenons un exemple célèbre de la Bible. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, il ne l'a pas changé. Il n'y a rien ajouté non plus, mais lui a conféré une caractéristique absolument particulière. Nous avons réalisé de nombreuses expériences en exposant des échantillons d'eau à diverses influences.
diverses forces, telles que des champs magnétiques ou électrostatiques, diverses substances, ou encore à des émotions humaines. Il est alors apparu clairement que ce sont les émotions humaines, positives ou négatives, qui représentent la plus importante de toutes les influences. Dans le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les deux échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion. On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent, alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du Dr Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Aujourd'hui, les technologies modernes permettent de... Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est très intéressant, mais bon, on a les temps qui est un peu compté là. Et donc comme vous pouvez voir, on ne peut pas expliquer l'action de la mémoire de l'eau. Pardon. On ne peut pas expliquer l'action de la mémoire de l'eau à travers la chimique. Donc il faut passer par la physique pour comprendre mieux. Et donc, passant rapidement par la physique, pour respecter les horaires, nous avons des extrêmes en termes de conception de la matière. D'un côté, on a Isaac Newton, qui a été reconnu à travers ses théories mécanicistes. Et lui, il disait que la matière, elle est simple et dure, impénétrable. Donc, si nous faisons un parallèle entre cette physique-là et la médecine actuelle, on peut dire qu'on croit à ce qui est palpable. Donc on est toujours, en termes de médecine, de traitement, dans la logique mécaniciste, qui date de 1727. On est en 2017. Et donc cette transition de la théorie mécaniciste vers la mécanique quantique, elle n'est pas encore appliquée à la médecine. Donc on est dans cette phase de transition à adapter et à s'imprégner dans la médecine à tout ce qu'on peut comprendre et appliquer de la médecine quantique décrite par Einstein. Einstein a dit exactement l'opposé de Newton. Il a dit, concernant la matière, nous nous sommes trompés. Là, il parle directement à la conception de Newton. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a été ralentie sa vibration afin d'être perceptible à nos sens. Il n'y a pas de matière. Donc c'est un grand maître comme Einstein qui a dit ça. Il n'y a pas de matière. Lui, il a étudié les extrêmement grands, comme la physique cosmique. Il est infiniment petit, comme la mécanique quantique. Il a dit, ces deux côtés-là, extrêmement grands, il est infiniment petit et se rapproche. Il a toute une logique qui peut être applicable de deux côtés, soit grand ou petit. Et entre les deux, il a la matière qui n'existe pas. C'est M. Einstein a été inspiré par les théories de Max Planck. Donc Max Planck était un physicien et il a conçu l'idée qu'une particule comme la lumière, là c'est très intéressant, il parlait que de la lumière, il voulait comprendre comment la lumière elle agissait, elle fonctionnait. Donc une particule comme la lumière, elle a une fréquence précise. Une fois qu'elle est soumise à une vibration, elle va devenir une onde. Donc elle peut être soit une particule, soit une onde. C'est très intéressant ça, parce que c'est une capacité physique. On n'est pas dans la chimique là. Okay? Et donc en effet, plus tard, il va dire il n'existe pas à proprement parler la matière.
Donc, une fois que cette particule elle devient onde, comme la lumière, elle va devenir une onde, comme la radiofréquence va devenir une onde, on ne les touche plus. C'est antimatière. Donc, si on ne les touche plus, elle est toujours là, mais elle n'existe plus. D'accord? Donc, c'est un état physique. Et en effet, on va voir plus tard, l'antimatière, elle est capable de contrer l'action de la matière, autant qu'il particule. Donc, les ondes, elles vont contrer l'action de la particule. Donc là, c'est les yin et les yang, encore une fois. Et il dit, derrière cette force, l'existence d'un esprit conscient en intelligence, cet esprit est la maîtrise de toute matière. Il y a un autre messier qui était un Français, qui a gagné les prix Nobel, en s'inspirant aussi sur ces théories, Louis de Broglie. Et il fait la diffusion, il reprend cette information-là à partir de conclusions prises et tirées de Max Planck. Et il dit qu'il n'est pas que la lumière qui fonctionne comme ça. Il y a toute matière qui fonctionne comme ça. Donc l'eau aussi, elle peut être soit particule, soit vibration. Au moment qu'elle devient vibration, elle va créer un champ magnétique. Parce qu'il y en a plusieurs particules qui vont vibrer dans les mêmes genres d'énergie, la même vibration. Donc ça crée un champ magnétique, comme un père-esprit. D'accord? On a encore quelques secondes, 1 minute. On ne peut pas montrer. Je voudrais rapidement montrer la vidéo là pour vous dire. Ça, c'est 3 minutes, c'est rapide. Donc ça, c'est une particule d'eau soumise, une gouttelette d'eau qui est transformée, soumise à une vibration. Donc elle va changer sa configuration. Et sa configuration, elle va devenir de plus en plus complexe. Et là, elle commence à faire l'émission de l'énergie pour générer un champ magnétique. Et vous voyez bien, s'il y en a plusieurs gouttes qui font les mêmes types d'émissions, des vibrations, ça génère un champ magnétique. C'est ça qui a été photographié par Masaru Emoto en tant que l'eau congelée cristallisée. Donc pour vous dire, l'eau, elle est bien plus qu'une matière neutre. On est loin de comprendre à 100% comment ça fonctionne l'eau. Bon, je serais obligée de m'arrêter là, malheureusement, pour pouvoir finir à temps. Et là, on arrive à l'homéopathie. Donc, on a tout compris. L'homéopathie n'est pas que de l'eau. Donc, l'eau, elle a toute une fonction de mémoire. Et quand on travaille avec les médicaments homéopathiques, on respecte notamment 3 principes. D'abord, on a une consultation qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, la première consultation. Et qu'est-ce qu'on vise dans cette consultation? C'est la totalité, l'intégralité de l'individu. Donc, autant que médecin, on ne peut pas séparer les corps et l'esprit. Donc, on veut comprendre comment ces patients il réagit à tout son environnement, à ses émotions. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il préfère du salé? Il préfère du sucré? Qu'est-ce qui lui afflige? Qu'est-ce qui lui fait du bien? Comment il se sent mieux? Comment il se sent pire? Tout, on veut tout savoir. Et de cette manière, on peut désigner quel est son terrain ou sa constitution, l'état fondamental du patient sur lequel va se développer une maladie. Son tempérament aussi, comment il réagit, son vécu, qu'est-ce qui lui choque, qu'est-ce qui lui fait du bien. Donc c'est ça, son tempérament, les modes de fonctionnement, c'est très important. La diathèse aussi, les prédispositions de la famille à développer certaines maladies, les sensibilités de ces patients-là, etc. Et après, quand on va vers les choix de médicaments, de remèdes, il faut qu'ils soient similaires, il y a une similitude entre les vécus de ces patients et la matière médicale du remède qu'on va choisir. La guérison, comme on a vu, elle est obtenue par un remède qui provoque la même maladie chez un sujet sain. Il faut que ce soit infinitésimal aussi, ces médicaments-là, parce que ce qu'on vise, ce n'est pas la matière chimique du médicament, mais c'est la vibration de l'énergie qui apporte ces médicaments-là, qui a été retenue et enregistrée par la mémoire de l'eau. Là, on comprend. Il fallait arriver là. Et ces substances, elles n'ont pas d'effet indésirable parce qu'elles sont infinitésimales.
Ils vont agir dans les champs magnétiques, dans les périsprits. Hein? C'est joli ça. Et comment on fait pour préparer un remède homéopathique? D'abord, on part d'une substance qui est connue comme la teinture mère, qui peut avoir plusieurs origines, soit minérale, végétale ou animale. La teinture mère, c'est dans les flacons qu'on voit là. Après, on prend une goutte de cette substance de base et on la dissolve dans 99 ou 99 gouttes de sauvin, ça peut être l'eau alcoolisée. Et le plus important, on fait l'agitation, la dynamisation pour réveiller la molécule d'eau. On fait l'agitation à 100 sous-cussions entre chaque dilution. La première dilution, c'est 1 CH, ça veut dire 1 centésimal de Hahnemann. CH, ça veut dire ça, centésimal de Hahnemann. Et après, si on refait la même procédure de prendre une goutte de 1 CH et la rediluer à 99 gouttelettes, on aura la DCH, et ainsi par la suite. Okay. Juste pour que vous le sachiez rapidement, la matière palpable, le numéro d'Avogadro, en termes de chimie, on peut le détecter jusqu'à 9, 12 CH. D'accord? À partir de 12 CH, il n'y a plus de matière. Et ça fonctionne. Donc, il y a acquis de l'énergie et la mémoire de l'eau qui a gardé cette image imprégnée grâce à cette procédure qui a été développée par ces maîtres magnifiques, Hahnemann. Comment on choisit le remède? Donc, c'est d'abord la médecine de la personne. Ce qui nous intéresse, c'est la maladie, bien sûr, mais comment la personne réagit à la maladie? Je peux avoir un patient asthmatique qui va réagir bien en s'asseyant pour se soulager de sa dyspnée. Je peux avoir un patient asthmatique qui va avoir la préférence à s'allonger. Donc ça, c'est spécifique à chaque patient. C'est son mode de fonctionnement, c'est les bizarreries, c'est les choses spéciales, originales vis-à-vis de la réaction du patient, malgré le fait que ce soit la même maladie. Et donc, il faut qu'on voit exactement pendant la consultation les modes rationnels de la personne. On répertorise la totalité des symptômes. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment au niveau homéopathique, tout ce qui est original, frappant, inhabituel, pour caractériser cette personne qui est unique. Donc, on customise les traitements uniquement pour cette personne. Ça ne sert à rien de sortir et dire « Oui, mais j'ai eu un asthme, ça a été bien soigné avec un tel médicament, vous pouvez les prendre. » Non, 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 ça ne va pas servir pour une autre personne. C'est customisé, individualisé, qui pour vous. Et en plus, on a l'intention de trouver les remèdes uniques du fond pour cette personne. C'est lui qui s'y ressemble comme des gouttes d'eau ou comme un miroir pour que la personne elle puisse être centrée et équilibrée dans son énergie vitale. C'est ça qu'on appelle médecine homéopathique uniciste. Les médicaments, malgré l'effet qu'ils fassent du bien, ils ne doivent pas être répétés tant qu'il subsiste une amélioration. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà, on continue rapidement. Donc, vous avez déjà compris que l'action de remède a été étudiée sur les individus volontaires sains qui ont pris, comme Hahnemann l'a fait, à plusieurs reprises, un même médicament pour voir les effets qui apparaissaient une fois qu'il a pris les médicaments, qui se ressemblent exactement à la maladie qu'on peut soigner avec. On a des types d'actions quand on prend un remède homéopathique. Soit c'est vers une amélioration, la guérison. Là, on voit que les patients, parfois, il va dire « Oui, j'ai un retour des anciens symptômes dans l'ordre inverse d'apparition. » Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, j'ai une asthme, et après que j'ai pris les médicaments, j'ai commencé à avoir une maladie de peau qui gratte un peu, mais je me souviens d'avoir eu cette maladie il y a 15 ans. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, ça veut dire qu'on va vers la guérison. On est sur les bons chemins, et le corps, en fait, il va partir d'une maladie plus profonde vers une maladie plus superficielle. Donc ça, c'est l'ordre de la guérison, des haut en bas, de l'antérieur à l'extérieur, des plus graves au moins graves. Ici, sur l'exemple, on voit, c'était un monsieur qui est venu avec une maladie de peau assez importante, ça faisait comme une cape. Après les médicaments qu'on l'a prescrits, il a commencé à voir que ça descendait. Les lésions, elles disparaissaient, mais elles descendaient. Donc, c'est un signe que si ça va vers de haut en bas, ça veut dire qu'il est en phase de guérison. Donc, on lui a calmé en disant « Attendez encore un peu ». Et en effet, des semaines après, c'était disparu. Avec une ou des doses. Quand j'étais allopathe, je faisais ces traitements pendant 1 mois. Tous les jours, je prenais un médicament antibiotique. Là, avec une ou des doses homéopathiques, ça marche bien.
Parfois, on peut avoir une aggravation qui va passer rapidement pendant des premières heures. Et c'est un heureux présage aussi qui, la plupart du temps, s'annonce que la maladie elle cédera à la première dose. Là, il y en a encore 2 ou 3 cas cliniques, juste pour illustrer les fonctionnements de l'homéopathie. Et j'ai choisi exprès les cas aigus, parce qu'il y en a aussi des cas chroniques qui fonctionnent très bien et qui réagissent très bien. Je ne vais pas amener parce que c'est un peu plus complexe. Là, ce sont des médicaments que vous pouvez avoir dans votre trousse d'urgence. Par exemple, cette patiente-là, c'est une patiente à moi, elle m'appelle parce que pendant la nuit, elle a eu sa lèvre supérieure qui a commencé à gonfler rapidement, subitement. Donc, elle a pris à des prises des antihistaminiques, il n'a pas eu de succès. Donc, elle m'appelle, j'ai dit, vous prenez l'Apis mellifica. Donc, c'est quoi l'Apis mellifica? C'est les venins de l'abeille qui on les dilue. Donc, c'est un médicament fait à la base animale, la source est animale. On les dilue et on arrive à 30 CH. Ça veut dire que ça a été dilué et secoussé, dynamisé à 30 fois, comme vous avez vu la méthode auparavant. À prendre des gouttes tous les 15 minutes. Donc, avant, vous voyez là, l'image. Après la première dose, ça commence à agir. À 19h, elle n'avait plus rien. Donc, il ne faut pas dire que l'homéopathie, elle travaille d'une manière lente. Hein. Ce n'est pas comme ça. Ça peut fonctionner dans les cas aigus, avec beaucoup de succès, on les voit rapidement. Un petit dernier cas, là, encore un cas aigu, un l'œil au beurre d'une sœur d'un ami qui s'est lamentablement étalé dans les escaliers dans l'après-midi. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. La prescription, c'était l'édome palustre, donc c'est une plante, cette fois-là, à 30 CH, une prise 5 granules toutes les heures. Les résultats, entre 15h et 19h, pratiquement prête à aller travailler le lendemain. Voilà, sans douleur. Donc l'homéopathie fonctionne d'une manière très rapide. Quand on cible bien les modes de fonctionnement du patient, on comprend bien comment il fonctionne, on choisit les bons remèdes à bon dosage, tout va bien. Donc, quels sont les liens entre l'homéopathie et l'espiritisme? Là, on peut conclure ensemble. Ce sont des principes vitalistes sur la base d'interaction corps-esprit, non matérialiste, un traitement énergétique. Et ils travaillent très bien ensemble. Donc, parfois, j'ai des amis médiums qui m'aident à travailler à travers leurs soins et j'accepte parce que ça marche très bien, les deux disciplines ensemble. Ça fait avancer en termes de guérison. La conception de maladie selon le spiritisme est le résultat d'un engorgement de cette énergie à certains endroits du corps. Selon l'homéopathie, c'est le dérèglement de l'énergie vitale. Donc, on est très proche. Pour les traitements, c'est basiquement l'équilibre de l'énergie vitale. L'action, elle s'y fait au niveau du périsprit, de champ électromagnétique. L'espiritisme s'en sert de passe magnétique et aussi de la réforme intime, tandis que l'homéopathie, on va faire des drainages à travers la réaction de l'organisme au remède. L'objectif ultime, c'est l'équilibre de l'énergie vitale afin de progresser en évolution de l'être sur Terre à travers la conscientisation de son mode de fonctionnement et ses conséquences. Donc les patients, ils participent activement de son traitement parce qu'ils commencent à voir des insights, des lumières, des éclaircissements sur ce mode de fonctionnement qui ne va pas très bien. Il peut, par exemple, quitter la fumée, l'utilisation de tabac, l'utilisation de tabac. Il peut quitter un mode agressif d'être. Il peut se réadapter une fois qu'il a pris les médicaments d'homéopathie. Donc, ça agit dans plusieurs niveaux, soit les physiques, soit les mentales, soit les spirituels. Et voilà, donc je pense qu'on est arrivé à la fin. On a une très belle image d'un cristal harmonique pour vous dire merci. J'espère que ça vous a apporté quelque chose en termes d'information. Moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir de travailler sur cette présentation. J'ai compris des choses que je n'avais pas compris. Donc, on a toujours à apprendre ensemble. Je vous remercie énormément pour l'opportunité. Et je m'excuse à cause des passages d'horaire. Merci.